Hello, bonsoir à tous. Donc on commence ce live ce soir avec vous donc sur l'école samuelmalka.com. D'ailleurs qui va bientôt changer de nom, hein. J'ai averti pas mal de personnes, tous les inscrits, tous les élèves de l'école Samuel Malka. Donc ça va devenir Samatsa, SAMATSA.com très prochainement. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que le changement sera fait. Je suis content de vous retrouver donc ce soir pour faire une session d'entraînement avec vous. Le principe est assez simple. Je vais répondre à vos questions donc pendant 1 heure. C'est tous les mercredis comme ça à 20h30. Donc ne ratez pas le rendez-vous. C'est plein de valeur et ça vous permettra de progresser. Et en plus, c'est gratuit. Alors, je vais voir déjà qui est connecté ce soir. Bonsoir Sabine. Les autres, j'attends vos questions. N'hésitez pas à me saluer pour voir qui est là. Et puis, on va pas tarder à commencer. Donc, l'idée d'aujourd'hui, en fait, j'ai déjà un programme pour ceux s'il n'y a pas de questions. Ça va être un thème super intéressant qui fait partie du chapitre de Nimzowitsch qui s'appelle l'abandon du centre. Et c'est un chapitre en fait qui peut vraiment être étudié à tous les niveaux, honnêtement. Alors forcément, les joueurs assez expérimentés connaissent ce thème normalement, mais on va quand même l'aborder et puis on va voir ce que vous en pensez. Donc en fait, pour l'aborder, je ne vais pas l'aborder de façon cours magistrale, évidemment. En fait, j'ai fait un cours tout à l'heure, en fait, ce matin, avec un élève qui a fait des parties et qui a retrouvé ce thème plein de fois dans les parties en réalité. Et surtout si vous êtes des joueurs de E4 ou même E5, en fait, vous allez voir que c'est super utile. Donc on va regarder ça. Je vois que Vincent est arrivé. Bonjour Vincent. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi, hein, je suis ouvert, l'idée c'est de répondre aux questions, donc n'hésite pas si tu as des questions dans le chat, ça peut, toutes les questions qui concernent les échecs. Voilà, donc on va pas tarder à commencer, je vais tout doucement me diriger vers la première partie. Dont je voulais vous montrer un petit peu l'intérêt de connaître le thème de l'abandon du centre du chapitre de Nimzowitsch, et je vais vous montrer un exemple assez pratique. Alors je rappelle, la formation Nimzowitsch, enfin la formation Mon système de Nimzowitsch est disponible en vidéo formation sur la bibliothèque de formation de l'école. Elle est en version premium, donc pour y accéder il faut soit prendre des cours, soit tout simplement prendre un abonnement premium à actuellement 9 € par mois. Donc voilà, bon, on va commencer et on va regarder une partie qui a été jouée. Donc je pense que les coups se défilent, ouais. Donc E4, E5. Et on va regarder une ouverture écossaise, qui est une ouverture qui est assez populaire chez les joueurs novices, ou je veux dire qui commencent, car elle est pas mal expliquée en ligne en général. Et donc c'est une ouverture assez offensive. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est un petit peu moins populaire chez les très forts joueurs, car il y a beaucoup de théories qui mènent facilement vers le match nul, mais pourquoi pas? Carré prend D4, D6. Alors D6, c'est justement l'exemple parfait de l'abandon du centre, d'ailleurs, qui montre Nimzowitsch. Alors l'abandon du centre, Nimzowitsch, vu que c'est traduit de l'allemand, il appelle ça l'abandon du centre pour la disposition abandon du centre. Donc en fait, c'est une disposition. À quel moment on arrive dans la disposition abandon du centre? En fait, c'est quand on a un pion qui a dépassé donc la 4e rangée, enfin qui est sur la 4e rangée ou sur la 5e, donc dans le camp adverse, qui est face à un voisin. Donc il a personne en face, ça c'est super important, il a personne en face et il est face à un voisin qui est beaucoup plus reculé, lui qui va être soit sur la 7e ou 6e rangée. Et c'est valable aussi de l'autre côté, on le verra évidemment, ça peut être les noirs qui ont le pion donc en D5 et les blancs le pion en E3. Et en fait dans cette disposition il va avoir un nombre de choses à faire, c'est des automatismes et si vous apprenez ça, ben, au final vous allez gagner
du niveau. Alors parfois on pense que les joueurs d'échecs qui sont très forts c'est des génies, mais pas forcément. C'est des gens qui ont peut-être du talent en effet, qui travaillent énormément et surtout qui apprennent beaucoup de schémas au final, des mécanismes. C'est comme dans n'importe quel sport, les joueurs de foot, ou puisqu'il y a l'Euro en ce moment, ou n'importe quel autre sport, on va dire le rugby, c'est des automatismes que finalement les joueurs vont prendre, et donc à force de répéter les mouvements, bah, finalement ils le font de façon automatique, comme les gardiens de but par exemple. Donc là, dans cette position, qu'est-ce qu'on fait en général? On va plutôt sortir les cavaliers avant les fous. Donc là, mon élève, encore une fois, je répète, c'est une partie d'un élève. Il a préféré jouer fou E3 d'abord. Pourquoi pas? Je préfère en général sortir les cavaliers avant les fous. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après cavalier F6, cavalier C3, il peut avoir des cavaliers G4 qui viennent inquiéter ce fou. Donc je préfère sortir d'abord ce fou-là en plus avant le fou en E3. Mais pourquoi pas, l'adversaire a joué cavalier E5 qui est tout de suite une erreur dans Nimzowitsch, dans la théorie de Nimzowitsch. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de répondre sur le chat. Essayez de vous poser la question, et si vous êtes derrière votre écran et que vous regardez en replay, essayez de vous poser la question pourquoi c'est une erreur le coup de cavalier en E5. Donc je vois qu'il y a Gabriel aussi qui est présent. Gabriel, si tu veux écrire des commentaires, il faut que tu te connectes. Et tu pourras en dessous, tu vois, tu as un bouton se connecter. Tu as juste à rentrer tes identifiants et tu pourras poser des questions et interagir. Alors sur le chat, je n'ai pas encore de questions. Bon, je vais donner la réponse dans 10 secondes. Voilà, bon bah j'ai la réponse très bien de Vincent qui me dit bouge 2 fois la même pièce. Exactement, exactement Vincent, en fait le cavalier bouge 2 fois et donc au début de jeu il faut éviter de bouger 2 fois les mêmes pièces. Très bien, donc là donc l'élève a joué fou E2 dans cette position, ce qui est un très bon coup au final. Il sort ses pièces et il va évidemment préparer le roc et ensuite je vais vous dire ce qu'il faut faire. Alors pour le moment, on a parlé d'une disposition abandon du centre et je vous ai pas encore dit ce qu'il faut faire. En réalité, tous ces coups-là sont des coups normaux et on va très vite voir que l'idée, ça va être d'essayer de faire avancer ce pion. Mais c'est pas obligatoire que ça soit quelque chose de très rapide. Évidemment, le plus important, c'est de sortir ses pièces d'abord. Là, c'est pratiquement fait. Il faut encore roquer, peut-être bouger la dame, mettre les tours au centre et ensuite, on essaiera de jouer F4, E5. Et je vais vous montrer comment on peut essayer de le faire. Donc là, C5, ce qui a un coup assez thématique dans cette position pour essayer de faire bouger le cavalier. Ça peut être intéressant en effet, mais ça crée un pion en D6 faible. Très intéressant ça, le pion D6 devient une cible. Vous avez peut-être déjà entendu parler ce mot, les cibles aux échecs, c'est super important d'avoir des cibles. Donc là, s'il nous crée une cible dès le 7e coup, bah c'est plutôt positif pour nous. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir se concentrer sur cette cible, mais pas que, évidemment, ça devient donc une faiblesse. Donc là, cavalier B3, ça me paraît plutôt bien pour éviter d'échanger les pièces et garder ce pion au centre, car si on jouait par exemple cavalier F5, évidemment, il pourrait sûrement nous prendre prise. Et maintenant qu'on n'a plus le gardien en E4, il va peut-être pouvoir jouer le pion D5. Et maintenant, c'est les noirs qui ont un centre movible. Donc, cavalier F5, on va éviter. Cavalier B5, ok, ça attaque la faiblesse, mais c'est défendu une fois, 2 fois. On attaque une fois, 2 fois. Et après A6, on va devoir reculer, ce qui est plutôt une mauvaise chose pour le coup. Donc, cavalier B3 est plutôt naturel. Alors, KF3, pourquoi pas non plus. Mais on va essayer de garder les pièces pour le moment pour finalement chasser ce cavalier qui est sur une case compromettante. En plus d'avoir bougé 2 fois, il va sûrement bouger une 3e fois. Je vais regarder si j'ai des questions. Non, pas pour l'instant. Ok, donc là, fou D7. Finalement, les noirs sortent une pièce. Très bien. Petit roc. Donc, petit roc, c'est totalement normal dans cette position. Et on va préparer F4. Dame C7. Alors, F4 tout de suite, ça serait peut-être un peu dangereux.
car là c'est tactique. Il y a le coup cavalier G4, c'est tactique et en même temps très thématique pour le coup d'avoir un fou en E3. Il faut toujours faire gaffe au cavalier G4 qui viennent nous embêter le fou. Et là pour le coup, pour le garder, il va falloir le mettre en D2 ou en C1 car on veut le garder. Ce fou évidemment c'est le gardien des cases noires et en jouant F4 en plus finalement on affaiblit la diagonale de cases noires, donc on aimerait le garder quand même ce fou, et c'est pour ça que pour éviter les coups embêtants comme cavalier G4 on va d'abord jouer le coup prophylactique H3. Alors ces coups là sont pas toujours bons, pourquoi ? Parce que ça peut créer des faiblesses. À chaque fois qu'on joue un pion, on crée une faiblesse. Donc, si on peut éviter de le jouer, on peut jouer sans. Mais là, dans cette position, quand même, c'est important d'empêcher KG4. Donc, Dame C8. Donc là, on voit bien que c'est une attaque vraiment qui fait pas peur. En réalité, il faudrait compter les pièces qui attaquent, mais normalement ça devrait aller. On a beaucoup de pièces qui défendent aussi, donc cette attaque ne fait pas vraiment peur. Et surtout qu'après F4, sur fou prend en fait, on n'est même pas obligé de reprendre. On peut prendre en E5 d'abord, on va dire. Après la prise, prendre, et là on aura 2 pièces de plus. Alors parfois on a 2 pièces de plus et on est complètement perdant, mais là il attaque avec que 2 pièces, ça doit pas suffire pour mater. Donc là on va jouer tout simplement tour F3 et on devrait s'en sortir tranquillement dans cette position. On va pas forcément tout regarder en détail, mais c'est l'idée. Bon, F4, on ne se fait pas tout simplement déconcentrer par cette attaque qui ne fait pas vraiment peur. D'ailleurs il a joué cavalier G6. Et finalement, dans cette position, on va bouger, on va développer la dernière pièce qu'on n'a pas développée. Et attention, attention à tous ceux qui m'écoutent, vous êtes beaucoup à ne pas comprendre que un coup de dame est un coup de développement. Alors évidemment, il ne faut pas le faire trop vite, mais quand vous avez roqué, quand vous avez sorti vos 4 pièces mineures, c'est le moment de bouger votre dame. Même un petit coup comme ça, anodin, au final est très très fort parce qu'il renforce la liaison avec le fou et surtout va lier les tours. Les tours sont maintenant liés et donc c'est super important aux échecs de lier les tours, car quand il y a des colonnes ouvertes, eh ben les tours peuvent se défendre entre elles et c'est super important. Donc Dame D2, très bon coup. Fou E7, donc là on voit que les noirs ont même eux-mêmes un petit retard de développement parce qu'ils ont bougé donc 3 fois cette pièce. Et en plus, ils ont joué 2 fois la dame, Dame C7 et Dame C8. Donc forcément, on est mieux développé et en plus, on a un peu plus d'espace grâce à ce pion central qui à tout moment peut venir en E5. Ça, on l'avait dit, on va essayer de le planter à un moment, si possible, et vraiment crucifier la position des noirs. Donc on peut déjà regarder les thèmes sur E5, il prend, et ben, dans ce cas là ça ouvre la colonne, donc ça peut être intéressant peut-être pour gagner le fou en D7. Tour D1, donc très bien, au final on s'active et vous voyez qu'au final il y a beaucoup de débutants qui sont tentés par ces coups là, comme K et D5 qui a un avant-poste. Bon là déjà on peut pas parce qu'il y a le pion E4 qui serait faible. Et en plus de ça, ce n'est pas le moment d'échanger des pièces pour le moment. On va pas. La position est assez solide de son côté, ça ne sert à rien d'aller envoyer trop d'armada, on va dire, dans son camp. Pourquoi? Parce qu'au final, il est quand même assez solide. La seule faiblesse, elle est ici. Donc on pourra peut-être envoyer un KB5 un jour, ça c'est possible pour aller essayer de faire pression sur D6. Alors petit roc, en effet KB5 ça aurait pu être un coup dans cette position, mais à chaque fois il y a le pion E4 de faible, et c'est pour ça qu'on va jouer fou F3 dans cette position, et c'est très thématique fou F3 encore, une fois quand on a mis la tour au centre, la dame, etc. Donc ça vous pouvez le faire pratiquement à toutes les positions d'abandon du centre. Et l'idée en fait ça va être très simple, ça va être de mettre une tour en E1, le fou en F2 et appuyer la poussée E5. Donc ça c'est super thématique dans cette position. Donc là, ensuite, cavalier H4. Et là, il tombe un peu dans le piège en jouant cavalier H4. Pourquoi? Parce que ce cavalier en G6 contrôlait la case E5. Donc maintenant, on va se poser la question tout de suite, eh ben, est-ce que je peux pas jouer E5? Et finalement, on peut évidemment jouer E5 dans cette position en y réfléchissant un petit peu. Parce qu'après E5,
si les noirs reprennent, on reprend. On va attaquer le cavalier en F6 qui est le défenseur de D7, pardon. Et donc, on va gagner la pièce. Je le refais doucement, c'est du calcul. C'est pas un calcul très compliqué si on regarde bien. On l'avait déjà dit que si finalement le pion disparaissait, ça nous ouvre la colonne. On imagine que le pion n'est plus là, donc il a une défense, deux défenses, on a une attaque, deux attaques. Mais si une des deux défenses disparaît, eh ben on va forcément gagner une pièce. Et là, en fait, on fait le 2 en 1 avec E5. On va finalement supprimer ce pion en D6 et en plus supprimer ce cavalier en F6. Et donc, on va pouvoir manger en D7. Alors, vous allez me dire, il n'est pas obligé de manger en E5, mais dans ce cas-là, il va devoir reculer dans cette position comme cavalier E8. Et maintenant, on a des super cases. Évidemment, quand on a un cavalier comme ça aussi passif, ça commence à faire mal. Alors je sais pas si cavalier D5 est le meilleur coup, il y a meilleur. On peut peut-être jouer aussi cavalier E4. Alors là, c'est votre esprit tactique qui va prendre le dessus évidemment dans ce type de position et qui va vous dire le meilleur coup. Donc cavalier D5 et cavalier E4 me paraît de bonnes propositions. Donc lui, l'adversaire a joué K prend F3, tour prend F3 évidemment pour pas détruire la structure de pion et exposer le roi, D prend E5, F prend E5, fou C6. Donc là, on part encore une fois dans une rame de calcul. On se dit, on a la tour attaquée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout simplement, si on regarde bien, on va calculer. Donc là, c'est une variante forcée. Donc prise en F6, on a mangé un cavalier. Ok, il nous mange une tour. Ok, on mange une pièce. Donc là, on a mangé 2 pièces pour la tour. Ok, il nous mange une tour. Ok, on remange une tour. Donc au final, si on regarde bien à la fin, on aura 3 pièces. Donc on peut manger de la dame ou du cavalier. Hein, c'est à peu près pareil, je pense. Plutôt de la dame. Et on se retrouve avec 3 pièces mineures pour la tour, ce qui est juste énorme. Donc on a un gros avantage de matériel et donc de contrôle de cases. Donc comment s'est terminée la partie? On va regarder ensemble. Tour 8, il récupère. Ok, petite insécurité du roi, mais 3 pièces pour la tour, c'est juste incroyable. Et surtout avec un pion E7 maintenant, défendu. Donc on va voir la fin, le fou qui se réactive. Et là on va passer parce que le plus intéressant c'était évidemment cette poussée en E5. Donc là c'était du 3 minutes la partie. Donc forcément après tour prend E7, les blancs auraient pu prendre ici. Ou même après prise, les blancs auraient pu prendre. Mais ça s'est terminé autrement. On va pas regarder la fin de la partie, c'est pas forcément le plus intéressant. Et surtout que les noirs ont finalement gagné, je crois, autant. Donc ça c'est une partie. On va regarder une autre. Alors ça peut être intéressant quand même comment ça se fait que les blancs ont perdu dans cette position. Mais en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à terminer leur partie. En fait, ok, ils connaissent les ouvertures très très bien. Ils ont un peu de stratégie. Ils se retrouvent avec des bonnes positions. Et puis ensuite, c'est le stress. Mais là, dans cette position, en fait, je vous conseille de vous concentrer sur des choses basiques et des cibles basiques. Par exemple, dans cette position, je peux me concentrer par exemple sur le pion G7. C'est quelque chose de simple, mais quand quelqu'un a le désavantage matériel, c'est souvent assez facile de finir car il a déjà tellement souffert qu'il pense que la partie est pas perdue. Donc, il faut faire des petites menaces, par exemple, aller jouer des rois H1, des tours G1, des cavaliers H5 pour aller taper sur G7 et voir déjà ce qui se passe. Si vous voyez qu'il joue G6, bah on peut se concentrer sur la colonne F ensuite. Donc on va essayer de se concentrer sur la colonne F. Pourquoi pas aussi rentrer sur la 7ème. Donc tout ça, c'est des choses qu'on voit avec Nimzowitsch. Donc par exemple, je sais pas moi, Dame H3 pour venir en D7. Ou essayer de rentrer sur la 8ème aussi. Par exemple, Dame ici pour venir ici. Alors attention aux échecs et à l'insécurité du roi quand même qui n'a plus ses pions. Mais concentrez-vous sur activer vos pièces aussi. Par exemple, ce cavalier en B3, il ne joue pas. Donc essayez de le ramener peut-être sur l'autre flanc. C'est tellement simple là dans cette position de jouer un coup comme par exemple allez, cavalier D4 par exemple pour aller jouer cavalier F5, attaquer la dame, attaquer G7. Alors évidemment il y a une tour en prise à chaque fois, mais tous ces coups là c'est des coups assez logiques. Donc ne vous prenez pas la tête quand vous avez l'avantage de matériel, jouez simple et efficace. Voilà, donc on va passer à la partie suivante, toujours dans le même thème, hein. J'ai choisi de toute façon des parties pour que vous puissiez vraiment pratiquer donc l'abandon du centre, le thème de l'abandon du centre.
Ok, tac. Tac. Ok, donc là on est sur une nouvelle partie. Et on va fermer celle-ci. Je vais regarder s'il y a des questions en attendant. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé les questions. Alors, bonjour Robin qui vient d'arriver. Je vais regarder les questions. Ok, pas de questions pour le moment. Donc Robin, si tu as des questions, n'hésite pas. Aujourd'hui, on regarde un thème très particulier qui est donc l'abandon du centre. C'est un chapitre de Nimzowitsch et qui est assez intéressant. Alors là, cette partie, c'est pas la plus... on va passer à la suivante, je pense. Voilà, celle-ci. Alors, E4. E5, est-ce que vous voyez bouger les pièces? Ouais, super. Donc celle-ci, elle s'est terminée assez rapidement et assez bien pour les noirs. Donc cavalier F3, K et C6, fou C4, cavalier F6. Donc jusque là, tout est normal. Alors pour les débutants, on va dire, bon, ceux qui jouent et qui ont peur de K et G5, n'ayez pas peur de K et G5, c'est pas grave. Apprenez un petit peu la théorie et vous n'aurez plus de soucis. Prise, cavalier A5, fou B5, C6, prise. Bon, regardez un peu Dame F3. Il y a très peu de gens qui vont connaître Dame F3. Regardez un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est quand même très agréable à jouer pour les noirs. Donc, je vous conseille ne pas avoir peur de ce coup cavalier G5. Mais bon. Surtout que, donc là, dans cette position, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là. Alors, retenez-le bien, ça, c'est un piège qui arrive, mais je vois nombre de parties à moins de 1200. Hello, bah, d'ailleurs, là, l'adversaire, là, les blancs ont 1208. Hein, pour vous dire le niveau à peu près de mon élève, il a 1200 en blitz, donc sur chess.com. Donc là, dans cette position, en fait, grosse erreur, KSC3, enfin, grosse erreur, on va dire. Imprécision dès le début, pourquoi? Parce qu'il y a cavalier prend E4. Alors là, vous allez me dire, bah, tu donnes une pièce. En effet, cavalier prend E4, mais là, il y a le coup D5 dans cette position qui suit, et on va faire une fourchette, et on va se retrouver encore une fois dans la disposition abandon du centre que j'ai détaillé au début de ce stream. Donc, dans cette position, on va se retrouver avec ce pion-là qui est fort, et c'est très agréable. Alors, vous pourrez me dire, peut-être pour les plus malins, qui peut suicider son fou, histoire de nous déroquer avant de récupérer le cavalier. Mais dans cette position, en fait, c'est un gros avantage noir, encore une fois, à cause du centre mobile. Et d'ailleurs, c'est ce que je veux vous montrer dans ce chapitre, que le centre mobile, quand c'est qu'on l'avance et quand c'est qu'on ne l'avance pas, mais c'est une grosse force. Donc là, on l'a vu au coup d'avant, on l'a avancé au moment où on gagnait une pièce. Donc, K prend E4, D5, fou prend D5, dame prend D5. Et là, la question, c'est quand c'est qu'on va avancer le pion E4. Évidemment, pas tout de suite. À part peut-être s'il joue K et G3. Là, évidemment, on peut peut-être songer à jouer E4. Mais sinon, sur un coup comme D3, évidemment, on va pas pouvoir l'avancer tout de suite. Alors F5, ça serait un peu prématuré, je pense, parce que on n'a pas encore développé ces pièces. On va affaiblir cette diagonale. Moi, ça me fait un peu peur, et aussi celle-ci. Donc, je ne jouerai pas F5 tout de suite, personnellement. Bon, moi, j'aurais joué plutôt fou E7 et petit roc. Là, mon élève a décidé de jouer fou G4, ce qui est pas mal, ce qui est un bon coup, je pense aussi. Et maintenant, on peut peut-être songer au grand roc, qui peut être une idée. Mais bon, personnellement, je me ferai pas de problème pour rien. Je vais jouer avec petit roc dans une position plutôt symétrique, et je vais essayer de jouer avec F5 et E4 si possible. Alors petit roc, fou E7, très bien joué, fou E7. Alors pourquoi le fou on le met pas en D6? Évidemment parce que il serait inactif. En C5 il pourrait se faire manger, et ouais, il pourrait se faire manger, je pense, un peu bêtement par le cavalier qui va se faire chasser. Et en B4, qui est un réflexe de beaucoup de joueurs d'aller mettre le fou là-bas, là il se ferait chasser très facilement par C3 ou A3. Donc fou E7, très bien. C4, dame D7, bien joué, et il l'a pas mis en D8 pour garder la possibilité de lier les tours avec gain de temps. Et encore une fois, vous voyez, on a le même patron avec ce C4 là. Le pion D3 devient faible, et ça va être très facile de l'attaquer. Alors là déjà, c'est déjà
une position difficile pour les blancs, honnêtement, car vu qu'ils n'ont pas le fou en E2, il y a beaucoup de faiblesses sur case blanche. Le pion D3 devient faible, le cavalier ici cloué, et c'est très dérangeant d'avoir ce cavalier cloué, puisque la dame ne peut pas bouger à cause de fou prend F3, pion prend F3, et la structure du roi serait vraiment fracassée, ce qui est horrible. Donc il a essayé de jouer H3, fou H5, A3, essayer de faire quelque chose, hein, vous voyez, c'est un peu l'idée B4. Donc là, petit roc, très bien joué, même si on aurait pu déjà songer à... Non, petit roc, très bien, ouais. B4, et là, dans cette position, je pense que ça a été un peu précipité, cavalier D4. On aurait pu jouer F5, on aurait pu jouer tour D8 je pense, on aurait pu jouer H6 pour préparer F5 aussi, pour éviter que le cavalier vienne ici, ça aurait pu être un coup prophylactique, tous ces coups sont des bons coups. Cavalier D4 c'est dangereux, pourquoi c'est dangereux? Car il y a peut-être cavalier prend E5, cavalier prend E5 et donc sur fou prend, cavalier prend et les blancs gagnent un pion. Alors je vais vérifier avec l'ordi pour voir tactiquement ce qui se passe. Bon, on pourrait calculer avant de mettre l'ordi quand même. En gros, cavalier prend dame ici, c'est la deuxième variante à calculer. J'attaque et le cavalier et en même temps la dame. Mais il y a les coups comme G4 qui peuvent être intéressants. Ou même tout simplement pour éviter de s'ouvrir, cavalier G4, on a récupéré le pion et là les blancs ont l'air d'aller mieux. Parce que évidemment sur G4, c'est quand même dangereux. Donc oui, en effet, cavalier prend E5, je pense que les blancs sont mieux et l'ordi me le confirme. Très bien. Donc ça c'est super important de d'abord faire le calcul soi-même avant de mettre l'ordinateur, toujours. Hein. Donc G4. Donc G4, là, il y a un thème tactique qui est assez fort. C'est tout simplement fou prend G4, H prend G4, dame prend G4. On a gagné les deux pions et on va récupérer le cavalier. C'est pour ça que c'est important de faire de la tactique en ligne, évidemment, pour trouver ce genre de coup. Donc ça, on gagne un cavalier. On gagne deux pions, tout simplement. Et là, après roi H2, on va gagner encore plus. Il aurait pu jouer G3. Mais c'était relativement difficile déjà. Mais après roi H2, évidemment, il y a cavalier prend F3 échec. Et là, la dame est obligée de se sacrifier contre le cavalier. Car après roi H1, il y a dame H3 mat. Et ça s'est terminé comme ça. Donc encore une fois, on n'a pas réussi à pousser le pion E, évidemment, dans cette position. Mais là où tout s'est passé, en fait, c'est qu'on a été trop gourmand avec cavalier D4, en mettant le cavalier sur l'avant-poste trop rapidement. Et on aurait pu préparer et faire une partie un peu plus propre, avec évidemment tour D8, qui mettait déjà la pression sur D3. Je vois pas du tout comment il peut le défendre déjà dans cette position, le pion D3. Donc c'est déjà un pion gagné. Si on veut pas juste gagner un pion et qu'on veut être un peu plus actif, peut-être jouer H6 avec l'idée F5 et lui demander, lui poser la question qu'est-ce que tu fais avec ce cavalier. Donc bon, il peut venir là. Et c'est pas non plus la folie. Non, le plus simple, je pense, dans cette position, c'était tout simplement de mettre une tour en D8 et poser la question à ce pion-là. C'est plutôt normal dans cette position. Voilà, donc vous voyez encore un patron, c'est le même. Et ce patron, il arrive très souvent. Et encore une fois, ça vous apprend à non plus ne pas se jeter en fait dans la gueule du loup trop vite. Garder distance, garder un pion quand même au centre, hein, qui est le pilier, le fer de lance, qui finalement tient toute la position. Hein, parce que sans lui, évidemment, il pourrait souvent avancer ce pion-là. Mais évidemment, ce pion tient la position et nous donne des possibilités d'avant-poste, beaucoup de choses. Donc, très important. On va passer à la partie suivante. Hop. Donc là, vous devez voir en effet l'écran. À partir de la partie suivante, donc je vais regarder s'il y a des questions, encore une fois. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est le moment, n'importe quoi, sur quelque chose qui vous dérange, sur votre routine, sur votre façon de travailler. Je suis là pour ça. Donc, on va continuer. Alors, E4, D5, scandinave. On va mettre côté blanc car mon élève avait les blancs.
E prend D5, Dame prend D5, K et C3. Alors ça, c'est dans Nimzowitsch, attraction, exploitation. On attire une pièce sur une case compromettante et on l'attaque. Donc on va faire bouger 2 fois la dame, ce qui est donc plutôt en notre faveur. D4 et on va planter notre pion, le pion dont on parlait qui tient toute la position, qui est notre fer de lance. Et on est déjà dans une position abandon du centre puisqu'il va sûrement jouer E6 et on va se retrouver dans la configuration abandon du centre. Donc c'est pas la même que d'habitude. D'habitude c'est plutôt le pion ici, mais c'est exactement pareil. Donc la seule différence c'est que souvent il peut décimer ce pion plus facilement dans cette disposition avec C5 que F5 qui est souvent très risqué. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Alors mon élève a la fâcheuse habitude de sortir ce fou d'abord du côté dame plutôt que celui du côté roi et roquet. Mais bon, donc fou E7, c'est pas catastrophique. Fou E2, surtout qu'il le fait juste après. Petit roc, C6, alors évidemment les noirs auraient dû plutôt jouer C5. Donc C6. Dame D2, donc encore une fois un très bon coup, Dame D2, pourquoi? Parce qu'il va lier les tours pour pouvoir les mettre au centre et peut-être un jour essayer de jouer D5. Alors là on n'y est pas du tout, mais si on arrive à bouger ce cavalier là et jouer C4, peut-être qu'on va pouvoir jouer avec D5 et sinon peut-être exploiter tout simplement l'avant-poste en E5 qu'on n'a jamais trop fait encore, exploiter l'avant-poste. Enfin on l'a fait à la partie précédente mais c'était pas une très bonne idée. Donc on va essayer de le faire dans cette partie. KB D7, tour à D1, donc ça c'est un très bon coup encore une fois. Dame C7, tour FE1, donc vous voyez, on améliore ces pièces de façon progressive. Ça ne sert à rien d'attaquer avec des pièces qui n'ont pas de valeur, enfin qui sont pas coordonnées. Et s'il n'y a pas de coordination, au final, en fait, c'est mieux de jouer des petits coups préparatifs comme ça parce que souvent l'adversaire n'est pas capable de le faire en fait. Surtout à ces niveaux-là, 1200, 1300, l'adversaire, vous voyez, il enterre ses pièces, il ne le fait pas. Et si vous le faites, vous, déjà, vous avez un gros avantage sur lui. Donc H6, hein, ça c'est le coup d'énervement par excellence. Ton fou, il m'énerve, je ne sais pas quoi faire, je vais jouer H6, ça mange pas de pain. Finalement, on va évidemment pas manger le cavalier dans cette position, ça le soulagerait de l'espace. Donc on va lui garder toutes ces pièces qui sont un peu les unes sur les autres. Donc on va garder fou H4 et en plus on va pouvoir jouer fou G3 au prochain coup. Ou pas tout de suite, mais en tout cas ça peut être intéressant. Alors pourquoi on n'a pas joué fou F4? Ça aurait pu être une idée aussi. Donc fou H4, cavalier E5, enfin, voilà. Cavalier sur l'avant-poste et maintenant ce cavalier devient super fort. On profite du fait que le cavalier soit parti en plus, comme ça personne ne peut nous le manger et il devient super puissant. Ici, il contrôle beaucoup de cases évidemment et ça devient vraiment un super cavalier. Donc cavalier E5, cavalier D5. Donc là, il y a eu un échange en D5, pourquoi pas. C'est possible. C'est possible. Après, on aurait pu aussi jouer fou prend, dame prend par exemple, et cavalier E4 pour essayer de chasser ce cavalier-là. On a déjà vu ce thème et ces cavaliers-là sont juste monstrueux. Vraiment. Hein. Si vous regardez ça, c'est incroyable le nombre de cases qu'il contrôle ici vers l'avant. Sans parler des cases d'arrière. Donc ça c'est possible avec l'idée C4 contrairement à ces cavaliers qui sont un peu les uns sur les autres et sans parler du fou qui ne rayonne pas du tout derrière la structure. Donc K prend D5 c'est peut-être une petite imprécision stratégique mais pas très grave. Fou G3 surtout que lui évidemment il aurait dû reprendre plutôt du pion pour libérer son fou. À moins qu'il y ait quelque chose de tactique que je rate mais là j'imagine qu'il aurait sûrement dû faire ça. Bon. Ok, cavalier prend, pourquoi pas. Fou G3, dame D8, il s'enlève de la diagonale. Donc là, on va essayer de jouer avec C4. Donc on ne peut pas jouer tout de suite C4 à cause d'un problème tactique, qui est donc fou B4. Et là, dans ce cas-là, on perdrait une qualité. C'est pour ça qu'on va préparer avec A3, là, pour éviter. Alors attention, ces coups A3 et H3, ne les jouez pas si c'est pas obligatoire. Si vous dites je le joue pour le préparer, on ne sait jamais. Je ne sais pas quoi faire. Comme par exemple les noirs, ne le jouez pas. Par contre, si c'est vraiment concret, totalement concret, vous dites bon, j'ai envie d'empêcher qu'ils viennent ici, bah là c'est autre chose, vous pouvez le jouer. Donc fou H4, bon pourquoi pas. C4. Fou prend G3, je prends G3, KF6. Et là, on va peut-être avoir des thèmes de D5 un jour pour tout libérer, toute la puissance. Mais évidemment, ne pas le faire trop vite. Sinon, on va perdre notre
puissance aussi, des deux pions là qui sont liés et sur la même ligne, deux pions sur une même ligne, c'est souvent très fort. Dès qu'on pousse, par exemple, un coup comme C5 serait catastrophique. Pourquoi? Parce que le cavalier revient en D5 et maintenant, plus personne ne peut le chasser, en tout cas pas les pions. Donc, surtout pas C5 et donc plutôt une idée avec D5 pour rompre totalement toute la structure. Alors là, il y a une idée qui va apparaître parce que le fou ne joue pas. Donc forcément, on va essayer d'aller faire une attaque qui existe, fou D3. Donc là, les noirs ne peuvent pas prendre le pion en D4 à cause de fou H7. Et on gagne la dame. Et donc, l'idée, ça va être de jouer maintenant fou B1. Donc le mettre sur cette diagonale qui est un peu plus active que celle-ci, le fou. Et mettre la dame devant pour essayer de virer le cavalier et mater en H7. Donc les idées simples comme ça, même à haut niveau, ça marche bien, hein, que vous le sachiez. Et là, vous voyez au final, même en jouant des coups un peu basiques comme ça, où je replace mes pièces, ça pose toujours une question à l'adversaire. Qu'est-ce que je fais? Donc là, l'adversaire, il ne sait pas quoi faire et souvent, il craque en fait. Il joue des mauvais coups. En fait, c'est difficile hein, de jouer des bons coups ou même des coups d'attente hein, en général. Il aurait pu jouer un coup d'attente comme tour E8, mais il ne l'a pas fait et il a joué le coup B6. Et donc évidemment là il donne un pion, le pion C6, donc évidemment on l'a mangé. Cavalier prend C6, dame C7, cavalier E5, bon on a perdu 2 temps mais on a gagné un gros pion. Fou B7, alors là on aurait pu essayer de jouer maintenant avec la majorité de pions en essayant de jouer B4, C5, ça aurait pu être possible aussi, mais l'idée avec fou D3, fou B1 est toujours très très forte. Et là cavalier D7 en plus il améliore encore plus l'idée parce que maintenant sur dame D3 il va devoir revenir en F6 ou avoir des soucis. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, tour FD8, dame H7 et donc là ça devient un carnage évidemment. Donc ça a été donc là il a été un peu ambitieux mon élève, il a fait tour prend E6. Bon moi personnellement j'aurais plutôt joué dame prend H6, j'avais pas tout calculé mais ça a l'air de marcher, je sais pas, j'ai pas vérifié. Tiens. Donc tour prend E6, donc évidemment il peut pas prendre du pion parce qu'il est cloué, mais on donne quand même une tour. De tour E1, donc là vous voyez il a pas touché les pions, donc là les pions contrôlent toutes les cases du roi. Donc le roi il ne peut pas aller là. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Il lui reste plus que 2 cases. Donc peut-être qu'il aurait dû venir en D6. Mais en tout cas après roi D7. Non mais ça a l'air de gagner. Hein. Il faudrait calculer mais ça a l'air de gagner. Roi D7. Donc dame prend F7. Et là c'est super bien joué en fait. Parce que s'il descend, bah, on récupère la tour. Et s'il monte, par exemple en C6, bah, c'est ce qui s'est passé. Il y a tout de suite mat. Bah, même en E6 en fait, il y a mat tout de suite. Et en C6, c'est mat aussi. Donc au final, très très bien joué ce sacrifice. Hein. De toute façon, il y a quand même pas mal de pièces qui attaquent. Mais bon, fallait le faire quand même. Hein. Tour prend E6. Je pense qu'on va vérifier avec l'ordi, mais je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. En effet, ouais, c'est le meilleur coup en fait. Tour prend E6, c'est le meilleur coup. C'est très très joli. Et après tour E1, il n'y a aucun coup qui sauve le roi. C'est mat en 12, dit l'ordinateur. Donc le mat le plus lent, c'est donc fou E4, tour prend E4, roi D7, dame prend F7, roi C8, dame prend G8. Bah, là déjà, on a récupéré tout le matériel. Roi A6, dame prend A8. Et là, on finit par faire mat en 5. Par exemple H5, fou D3. Bon, je vous dis pas de trouver tout ça, hein, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer que c'était complètement gagnant. Voilà, bon, et ben, du coup, on va continuer. C'était une très belle partie et on va continuer avec ce thème du centre movible, de l'abandon du centre. Et là, pour le coup, c'était vraiment l'avant-poste qui nous a permis de faire des merveilles avec ce cavalier en A5 et cette idée avec fou D3, fou B1, dame D3. On avait plus d'espace et finalement, on n'a jamais trop avancé les pions, on les a gardés. Vous voyez qu'à des moments, on n'est pas obligé non plus d'avancer les pions. Le moment où on aurait pu avancer peut-être, c'était si dans cette position-là, ça donne très très vite envie de jouer D5 pour tout exploser et ouvrir les lignes. Ça aurait pu être une grosse dynamite. Mais évidemment, du coup, il y a eu K prend E5, tour prend E5. Voilà, l'idée, ça va être D5. Là, ça peut être très intéressant pour tout casser. D5 avec l'idée tour prend E6. Et cette fois-ci, le pion D5 défendra la case E6.
ça aurait pu être possible à ce moment-là. Mais après tour G8, tour prend E6, extrêmement bien joué de la part de mon élève. Donc on va passer à la suivante. Donc une partie encore gagnée, celle-ci. Hop. Partie suivante. Ok. Je vais regarder s'il y a des questions. Encore une fois. Pas de questions, toujours. Hein. Ok, ben j'espère que ça vous plaît en tout cas. Robin qui est toujours là, fidèle. Et on va continuer. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, D4. Alors ça, c'est pas un coup que je conseille forcément. Je conseille plutôt de manger en E5 contre la Petrov, surtout quand on débute. C'est plutôt logique. Mais pourquoi pas, D4, c'est pas un mauvais coup non plus dans cette position. C'est juste qu'après prise en D4, on se pose tout de suite la question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on prend ici, on va perdre un pion. Si on prend de la dame, on va perdre un temps. Donc, on a le choix entre perdre un pion ou un temps. Donc, finalement, il faudrait jouer E5, je pense, dans cette position pour essayer de garder la face. Mais c'est encore la même chose dans cette position. Après cavalier E4, il va avoir D5. Non, mais pourquoi pas? On peut peut-être jouer E5, mais personnellement, moi, j'aurais plutôt pris en E5. Même si je ne suis pas un joueur de 4, mais ok. Donc, D4. Donc ça commence mal, mais si on regarde bien, on retombe encore une fois dans une position abandon du centre. Donc finalement, eh ben, on va peut-être en profiter pour essayer de pousser E5. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est toujours gagnant ça? Non, pas du tout. Là, les noirs auraient pu peut-être liquider beaucoup plus rapidement la puissance de ce pion E5 au lieu de jouer D6, plutôt jouer D5 dans cette position. Donc par exemple, prise, dame prend, cavalier prend, et là on voit qu'il n'y a plus de pions du centre, et finalement c'est les noirs qui ont plus de pièces sorties que les blancs. Alors sur D5, on peut évidemment jouer E5 avec les blancs, mais après cavalier E4, le pion est beaucoup plus... est beaucoup moins libre en fait. Là il est déjà beaucoup plus sanctionné, celui-ci est assez libre. Il y a la case F5 qui va arriver pour le fou, et je pense que c'est déjà plus agréable à jouer pour les noirs dans cette position. Donc, évidemment, c'est le coup D5 que les noirs auraient dû jouer dans cette position libérateur. Si les blancs avaient eu le temps de mettre un cavalier en C3, et d'ailleurs, c'est tout le temps qu'ils ont perdu à mettre la dame ici, puis la dame ici, il n'y aurait peut-être pas vraiment de soucis pour les blancs, mais en ayant bougé 2 fois la dame, ça pose déjà des soucis. Donc, évidemment, les noirs auraient dû jouer plutôt D5 dans cette position. Donc là, les noirs jouent D6, et on se retrouve encore une fois dans une position passive pour les noirs. On va jouer K et C3, très bien joué. Maintenant, on serre la vis sur D5. Et on a un avant-poste pour le cavalier en D5. Alors ça ne veut pas dire qu'on va le mettre tout de suite, mais ça peut nous servir. Donc fou G4. Fou H5. Petit roc. Donc bah là, pareil, hein, le fou qui bouge 2 fois. Bon, petit roc. H6. Encore une fois, ça sert à rien. Hein, pendant que lui, il reste au centre. Là, il souffre, hein, le roi. Il n'est pas content. Hein. Donc tour E1 bien joué, c'est un peu l'idée. On va essayer de jouer E5 à un moment, mais là, il y a ce cavalier qui nous gêne un petit peu. Maintenant, dans cette position, on aimerait plutôt l'avoir en D4. Donc on va voir ce qui se passe. Fou G6. Donc là, cavalier H4, pourquoi pas dans cette position. On aurait pu aussi jouer peut-être fou F1, tout simplement, pour libérer un peu la tour sur le roi. Mais cavalier H4, ça me paraît pas mal. Fou H7. Et là, on va prendre une décision que tout à l'heure qui était assez mauvaise. Mais là, dans cette position, devient assez intéressante, surtout à cause du pion H6. C'est d'aller mettre le cavalier en F5. Alors, on va en effet décimer ce pion-là, mais on va ouvrir la colonne sur le roi rapidement. Et ça peut faire très très mal. Donc, par exemple, prise. Là, D5, par exemple. Et bien là, on va jouer fou F3, échec, et on va récupérer le pion D5. Pourquoi? Parce qu'on a 3 attaques de défenseurs. Donc D5 n'est pas possible, et donc il va devoir jouer un coup comme par exemple fou E7. On va jouer par exemple fou F3. Et là, on a les pièces qui sont actives. Alors, on a perdu notre fer de lance, je suis d'accord, mais on a des pièces actives. Personnellement, j'aurais
pas jouer le cavalier en F5, mais pourquoi? Parce que je veux vraiment garder mon pion, moi, et je suis fidèle à ma stratégie, donc j'aurais plutôt joué un coup comme F4 peut-être. Voilà. Alors oui, il y a D5 qui peut faire mal. C'est pas si simple cette position. À réfléchir, en tout cas, c'est une position assez complexe. Si vous avez le temps et que ça vous intéresse et vous passionne, n'hésitez pas à l'analyser cette position pour savoir quel est le meilleur coup. Je vais demander l'avis de l'ordinateur maintenant qu'on a un peu débattu dessus pour savoir quel est son coup préféré. Donc cavalier F5 est pas si mal au final. Je suis en train de penser... Ok, je viens de penser à un nouveau truc. Alors l'ordi, il est entre dame B5, cavalier F5. Il préfère dame B5. Mais je vais vous expliquer qu'à F5 aussi, le petit avantage en fait, c'est que... Alors ça c'est très fin. Mais prise, on mange un fou de cases blanches. Donc celui-ci devient beaucoup plus fort. Et donc maintenant on va pouvoir jouer sur les cases blanches qui sont faibles à l'aile dame. Et donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà, bon c'est un petit détail mais intéressant à en discuter. Alors là, il y a eu donc cavalier E5. Moi personnellement, encore une fois, j'aurais plutôt mis la dame en G3 avec une concentration sur l'aile roi plutôt et me concentrer sur ce roi là, essayer de l'ouvrir totalement avec des idées comme dame G3 par exemple, F4, pas F5 pardon, F4 puis essayer de jouer avec E5, peut-être qu'elle prend G7 échec. En tout cas, toutes les pièces ont l'air d'être assez actives. Hein. Il manque juste peut-être ce fou là et la tour, mais ça peut aller très vite avec un coup de fou, puis la tour qui se ramène très très vite. Donc là, j'ai pas trop aimé, même si c'est un pion quand même, dame B5, d'aller manger ce pion B7. Bon, vu qu'il a rien sorti, pourquoi pas, mais c'était pas ma rente préférée. Tour B8, dame prend A7. Donc là, pourquoi pas, il a quand même 2 pions de plus, hein, faut avouer, donc c'est quand même plutôt agréable. Cavalier prend E4, alors là, c'est la monnaie de la pièce, évidemment. Vu qu'on est parti avec notre dame, eh ben, il peut sacrifier ici. Et maintenant, si on remange, il remange ici. C'est ce qui s'est passé. Mais heureusement, il y a encore le roi au centre. Et donc, on va avoir du contre-jeu. Et on a toujours un pion de plus. Et là, évidemment, eh ben, j'aurais essayé de ramener la dame. Par exemple, dame D4. Bon, fou D3 n'a pas l'air un coup catastrophique non plus puisqu'on ouvre la colonne. Par contre, sur tour A8, là, évidemment, il faut ramener la dame vers le centre. On est un sport d'équipe aux échecs et donc il faut jouer ensemble. La dame est allée rafler 2 pions, pourquoi pas, ce qui va peut-être permettre d'aller à dame un jour avec ce pion-là. Mais là, c'est quand même important de revenir vers le centre. Donc dame B7, bon, moyen. Tour B8, dame A6, d'ailleurs, elle zigzague, la dame. Tour prend E4, encore une fois un coup que j'aime pas du tout parce que ça bloque le fou. Alors vous allez me dire le fou bloque aussi la tour, mais c'est momentané je trouve. Et à tout moment la tour elle va revivre et en plus le fou attaque C6. Donc c'est une grosse menace tout de suite en fait tactique. Tour prend E4 j'aime beaucoup moins. Donc ça lui laisse le temps de faire fou E7 et de roquer. Fou F4, bon, pourquoi pas. Et là on va essayer d'aller au bout mais il y a eu pas mal d'erreurs côté blanc dans cette position je trouve, c'est assez dommage, ils auraient pu donc beaucoup mieux, on va dire pour revenir au système de Nimzowitsch, abandon du centre évidemment, l'idée c'est plutôt de jouer avec F4, E5 comme on a déjà vu et pas aller chercher tous ces pions là. Donc là évidemment le coup dans l'esprit c'est plutôt dame G3 pour pouvoir venir à jouer F4 puis E5. Ok, donc là finalement je vais vous montrer la fin de la partie qui s'est assez bien terminée finalement pour les blancs. Donc avec une attaque encore une fois assez intéressante et à retenir sur H7. G6, tour prend G6. Donc là il a forcé un peu les choses parce qu'il n'y avait plus de temps. C'est pas sûr que ça marche en fait, ce que je lui disais, parce qu'après fou ici, faut-il encore faire échec et mat. Et je ne vois pas de mat. Alors il y a au moins le match nul je pense. Avec fou ici, roi là, fou ici. Mais ouais. Mais c'est pas sûr que ça mate en fait là-dessus après fou G7. Donc échec. Parce qu'on attaque avec que 2 pièces. Et souvent c'est mieux d'attaquer avec 3 pièces que 2 pièces. Échec, roi là. Ouais. Je vois pas comment on mate en fait. Et si on fait fou là, bah, le roi peut peut-être venir tout simplement ici. Enfin tout simplement. La tour ne participe pas au jeu. Et la dame maintenant est enfermée par son propre fou. Et c'est pas facile de gagner. Donc, roi H8 et il y a eu mat. Bon, évidemment, il y a plein d'erreurs. Hein, donc, enfin, vous voyez, à 1200, il y a des erreurs, mais grossières.
Donc la tactique est super importante, encore une fois, hein. Aujourd'hui on ne fait pas de tactique, on en a fait la semaine dernière. Donc si vous voulez plutôt faire de la tactique à ce moment-là, je vous réfère à regarder donc le dernier live en replay sur YouTube. Mais ouais, là on fait que de la stratégie. Donc il nous reste 10 minutes et donc on va regarder la dernière partie. Alors regardez, assez rapide. Alors hop. Partie suivante. Enregistrer, oui. Alors D4, D5. E3, C5. Donc là, il a les noirs. Cavalier F3, K et C6. Donc c'est un gambit dame inversé. Fou B5, cavalier F6. Petit roc, fou G4. Bon, fou G4, c'est un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce que il peut avoir des thèmes sur C6 maintenant avec le fou qui défend pas en D7. Mais bon, pourquoi pas. Surtout quand l'adversaire fait prise en C6. Alors là, on est vraiment content hein, quand les fous mangent les cavaliers comme ça. Ça ramène un pion vers le centre souvent. Et en plus, on a la paire de fous maintenant. Et surtout que c'était un bon fou celui-ci. Donc, on est tout de suite content. Donc, grosse erreur stratégique tout de suite. Hein. Donc, assez content. Quai BD2 E6, très bien joué. D prend C5, fou prend C5. Donc là, c'est juste génial. En plus, on a pris en C5 sans perdre de temps à avoir sorti le fou d'abord. Et donc, on se retrouve encore une fois dans une position abandon du centre. Donc à quel moment on va avancer les pions? Là, clairement, ça va être le pion E qui doit avancer. Et on va avoir l'idée avec, encore une fois, le mat avec fou là, dame là, et essayer de mater. C'est ce qui s'est un peu passé d'ailleurs. Vous allez voir, dame E1, petit roc, fou, cavalier là, fou D6. Cavalier prend, cavalier F3, E5 avec l'idée E4, H3, alors moi j'aurais plutôt joué KF6, mais là l'élève a calculé en fait que sur E4, prise, dame H4, F4 et je mange en G4, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pas un mauvais coup E4, c'est plutôt un bon coup même. Sur cavalier D4, on peut maintenant jouer le coup tout simplement, bon. Ça, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que il n'est pas obligé de prendre et on va devoir à un moment ou un autre bouger le cavalier et on menace rien du tout. Donc, personnellement, on aurait pu aussi d'ailleurs jouer ça, je suis en train de penser, pour aller récupérer le cavalier. La tour, pardon. Ça aurait pu être sympa. Et on a toujours le plan avec dame là par exemple, ou fou là, dame là. Et le pion C6, c'est pas si grave parce qu'on peut jouer dame D7 et ouvrir la colonne ensuite sur le pion C et c'est pas vraiment grave ce pion. Donc E5 qui est assez bien joué finalement, prise, dame là, ça c'est du calcul, dame prend G4, roi H2 et là maintenant ça devient assez compliqué pour le roi, il est en position pratiquement de mat et alors c'est pas gagné tout de suite hein, mais on a quand même si on regarde bien, on n'a pas de matériel en plus, c'est juste que le roi est un peu à l'air. Comment on peut faire pour gagner rapidement? Alors évidemment, si on arrive à mettre une tour ici, c'est mat, mais c'est un peu long. Et il a le temps quand même de faire des choses. Donc si on commence par exemple, tour E8, c'est ce qu'il a fait. Tour G1, dame H4, plutôt normal. Et maintenant, tour E6. Tour là. Ah bah là, c'est tout de suite fini, ouais. Mais c'est bien ce qu'il a fait au final, ouais. Mais tour H1, c'est un mauvais coup. Il aurait pu essayer de s'enfuir. Mais là, dans cette position, maintenant, il y a des idées aussi avec fou prend F4 pour gagner un pion. On peut aussi jouer dame ici, roi ici, puis fou prend F4 aussi. Les idées avec D4, hein, ça on l'avait déjà dit, D4. Et maintenant, notre pion d'avance du centre va tout détruire. Donc pourquoi pas aussi, c'est possible. Là, évidemment, les blancs jouent un très mauvais coup. Tour G6, roi F1, dame prend H1. Et là, on récupère rien du tout. On gagne une tour. Et ça devient très difficile enfin c'est pas difficile, complètement perdant pour les blancs. Donc encore une fois, une percée, une avancée plutôt de nos pions du centre qui font qu'on va gagner notre partie. Et encore une fois, une attaque sur H2 et dame, enfin le fou et la dame. Donc on a vu un patron qui s'est retrouvé pas mal de fois. Donc à croire que, on va dire sur chess.com en blitz, tous ceux qu'ils ont entre 1000 et 1200, on peut les avoir juste en appliquant ce principe-là. Pas tous évidemment, mais là j'ai choisi, on va dire, sur...
il a joué pratiquement 12 parties. Et là, j'en ai choisi peut-être 6, un truc comme ça. On en a vu, donc la moitié, elles étaient comme ça, quoi. Donc un peu plus de la moitié, je pense pas qu'on ait fait 12 parties. Donc super important à connaître ce thème-là du centre qui peut être movible, ne pas l'avancer trop vite, l'avancer quand on en a besoin. Et voilà, donc ça c'est le thème super important. Je rappelle que ce thème-là est donc dans la bibliothèque de formation de l'école. Vous pouvez la retrouver donc sur samuelmalka.com et donc prochainement samatsa.com puisque l'école va changer d'identité. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine? Donc là, je vois Cyril qui vient d'arriver, un peu tard malheureusement. Mais c'était une dernière question avant que je m'en aille. Robin et Vincent. Alors, il y a Cyril qui dit « On trouve des ouvertures où on cherche à doubler les pions en prenant le cavalier avec le fou, Larsen par exemple. » Alors, j'ai pas très bien compris ta question. On trouve des ouvertures où on cherche à doubler les pions en prenant le cavalier avec le fou, Larsen par exemple. Donc Vincent, bah merci à toi, merci d'avoir assisté. J'espère que ça t'a plu. Non mais ok, doubler les pions, la Larsen c'est totalement différent. Si tu veux on en discutera en cours, mais c'est totalement différent. C'est pas pour la structure en fait qu'on va doubler les pions, c'est pour mettre la pression sur le pion E5 et là c'est différent. La Larsen c'est un peu différent. Surtout que la Larsen c'est une ouverture où on va donner le centre à l'adversaire et on va rester en embuscade. Donc là ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça peut avoir en fait, mais tu seras plutôt en position passive qu'en position active. Tu es plutôt en embuscade. D'ailleurs, là, on a regardé plutôt l'attaque. Enfin, on a dit que le centre, enfin, avoir un beau centre, avoir le centre qui est en mode attaque. Mais ça pourrait être intéressant aussi de voir comment on défend. Parce qu'il y a une partie où il a dû défendre, mon élève. Il a super bien défendu, justement. Et c'est pas forcément avantageux tout le temps, en fait. Je vous montre rapidement, juste avant de s'en aller, une disposition où ça va pas trop. Par exemple, E4, E5, cavalier F3, KC6, fou C4, cavalier F6, et là, D3, par exemple. Dans cette position, si les noirs jouent D5, ce qui est possible, prise, là, vous voyez bien que les noirs sont en disposition abandon du centre et en mode attaque. Mais le fait que le fou soit passé devant le pion, ça devient très dangereux pour les noirs. Et souvent, en fait, c'est beaucoup plus avantageux maintenant d'avoir cette position en mode plutôt défense côté blanc et de jouer la situation handicap qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est dans la formation de Nimzowitsch, qui est beaucoup plus avantageux de la défense que l'attaque pour le coup. Donc d'avoir le pion en abandon du centre. Là, en effet, on voudrait jouer F5, E4, mais on a du retard de développement. On a ce fou qui est super fort. Et à chaque fois qu'on joue F5, on affaiblit en plus la diagonale. Et là, le fou, il est parfaitement placé pour nous assassiner et nous poser des problèmes. Donc cette position, et en plus le pion E5 est très très faible aussi dans cette position. On va l'attaquer très très vite avec les blancs, la diagonale est faible, donc tout ça fait que là pour le coup c'est mieux de défendre que d'attaquer dans cette position. Voilà, donc ça c'est petit bémol qui était important. Et ben, je vais vous laisser et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir assisté à ce live. C'est toujours un plaisir de vous communiquer des informations pour vous faire progresser. N'hésitez pas à en parler autour de vous car c'est 1 heure que je dédie pour vous. Plus il y aura de monde, mieux ça sera. Et puis je vous dis à mercredi prochain. Salut à tous. Ciao, ciao.